Je vais vous parler des témoins tout de suite, si vous le voulez bien, si vous le souhaitez. Alors, un témoin. Un témoin, Virgil Weeks. Virgil Weeks s'est adressé directement à Scott Ramsey et Susan Ramsey en 2004. Donc, je rappelle que le premier livre est de 2012. Scott Ramsey a commencé son travail en 1988. Il a commencé à enquêter en 88. Donc on est longtemps après le début de l'enquête, mais on est avant le livre de 2012. À partir de 1999-2000, Scott Ramsey a organisé des symposiums à Aztec, la ville d'Aztec, où l'incident la ville proche du lieu de l'incident. Un symposium annuel avec des conférenciers. Et donc en 2004, s'est présenté à lui un homme du nom de Virgil Weeks, qui a fait une déclaration publique. Et cette déclaration a été étudiée par la suite attentivement, évidemment, par Scott Ramsey, avant de pouvoir la mettre dans son livre, la publier, évidemment. Il a vérifié aussi attentivement que possible. Virgil Weeks était un militaire dans les années 60, au début des années 60. Il était affecté à une base de l'OTAN où il y avait des Britanniques, mais également des Allemands. Et c'est là que s'est adressé à lui un homme du nom de Donald Bass, que l'on surnommait Sam Bass. Sam Bass lia l'amitié avec lui. Ils étaient devenus amis après que Sam eut remarqué un autocollant de l'université d'État du Nouveau-Mexique que la sœur de Virgile lui avait envoyé pour qu'il l'arbore sur sa voiture. Donc Virgil Weeks est originaire du Nouveau-Mexique, il est en base dans une base militaire américaine en Angleterre, à base de Welford. Il a un autocollant de l'université du Nouveau-Mexique sur sa voiture, et là s'approche un autre militaire. Dis donc, tu es originaire du Nouveau-Mexique, toi. Et donc, Donald Bass était originaire d'Aztec, précisément. C'est alors que Donald Bass, liant amitié avec son nouveau camarade du Nouveau-Mexique, plus tard, je ne pense pas le même jour, mais c'est commencé à lui raconter son expérience lors du crash d'Aztec, parce qu'il a été affecté justement aux opérations de récupération. Donc Sam, dont le véritable nom était Donald Bass, confessa un soir à Virgile que l'incident d'Aztec était un événement réel, qu'il y avait pris part. À l'époque, le livre de Frank Scully était publié depuis 14 ans, donc on est en 1961, donc c'est 14 ans après 1900. On est en 64, disons, 14 ans après 1950. L'histoire avait été sabotée, oubliée, y compris des ufologues les plus endurcis. De plus, Donald connaissait des détails relatifs au site du crash que Scully lui-même n'avait pas révélé. Donc, Virgile a communiqué à Scott Ramsey tous les éléments qui avaient été transmis à l'époque par Donald Bass. Et Scott Ramsey a continué l'enquête en confrontant cela au contenu du livre de Scully. Bass servait dans l'Air Force depuis de nombreuses années. Son grade était E3, ce qui paraît invraisemblable pour quelqu'un qui avait servi si longtemps. Le grade E3 dans l'Air Force correspond à un soldat de première classe, au grade de caporal dans l'armée. Apparemment, Donald Bass servait depuis un certain nombre d'années, il aurait dû monter en grade beaucoup plus. Donald déclara à Virgile qu'il devait se freiner à l'avancement au fait d'avoir trop parlé dans les années passées. Il fit allusion à Aztec comme étant à l'origine de ses difficultés d'ordre promotionnel. Des années plus tard, Virgil Weeks fut réaffecté. Donald partit au Vietnam où il fut tué par un conducteur qui commet un délit de fuite alors que Donald rentrait à sa base au milieu de la nuit. Donc il n'a pas été tué au combat, mais il a été tué par un accident de la route, un accident nocturne. D'après ce que Virgile nous confia, Bass en savait beaucoup plus sur le site du crash, sur le temps que cela avait pris pour enlever le vaisseau, sur le nombre d'hommes engagés en opération. Cette histoire fut racontée à Virgile au début des années 60, longtemps avant que nous ayons commencé à faire quelques communications dans divers congrès en l'an 2000. C'est Scott Ramsey qui parle. Virgile parla à Suzanne et à moi avant que nous à l'UFO au symposium d'Aztec en 2004. Cette année-là, Virgile se leva
partagea avec l'auditoire le récit que Bass lui avait fait. Jusqu'à la date de ce symposium, Virgile ne savait rien de nos recherches. Quand Suzanne et moi avons entrepris une enquête pour retrouver Donald Bass, ainsi que pour apprendre ce qui se passait à l'époque sur la base de Welford, Royal Air Force Base, dans le Grande-Bretagne, nous découvrîmes que la base hébergeait des armes nucléaires et la classification d'informations rendit très difficile de retrouver des archives détaillées. Donc voici le travail d'enquête qu'ont fait Scott Ramsey. Le dossier militaire de Virgile coïncidait à 100%, selon le travail accompli non seulement par Suzanne et moi, mais aussi par plusieurs autres chercheurs. Les états de service DD 214, tous les autres dossiers militaires fournis confirmèrent ces affectations. Donc les états de service DD 214 sont des états réglementés qui attestent de l'affectation de Virgile Riggs à la base de Welford dans les années en question, ainsi que des périodes correspondantes, de même que les registres de service qu'il avait tenus. Le portrait de Virgile figure dans ce livre, de même qu'une photographie de Donald Bass tirée de l'album annuel de la base de Welford, ce qui confirme que le première classe Bass se trouvait sur la base de Welford à la même époque. Donald Bass en savait trop sur l'incident d'Aztec pour inviter les détails. Nous savions déjà, après 20 ans d'enquête, ce qu'il avait raconté à Virgile. Nous avons même eu accès à du matériel que Bass ne pouvait pas connaître dans les années 60. Aucune de ces informations ne pouvait venir du livre de Frank Scully, même s'il avait lu le livre. Donc voilà, c'est pas, selon moi, le principal témoin sur lequel, à partir duquel Scott Ramsey a enquêté, mais néanmoins, vous voyez, c'est un témoignage quand même substantiel. Je vais vous donner un petit peu la parole, si vous voulez, qu'on fait une pause 5 minutes, et je vais vous présenter 3 ou 4 témoins très, très significatifs, à mon avis. Je sais pas. Question ici. Merci. Merci, bonsoir. J'aimerais juste savoir un petit peu plus de choses sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été trouvé. N'hésitez pas, hein, d'être j'étais fastidieux, excusez-moi. Hein. C'est parce que je pense que nous plus sommes... léger dans un monde, c'est maintenant. Excusez-moi, je pense que nous sommes tous très impatients de savoir ce qui a été trouvé, parce que vous n'en parlez pas des ce qui a été découvert dans l'engin, et s'il y avait des humanoïdes, s'il y avait... Voilà. Oui. Ça, je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que Concrètement, moi, oui. c'est intéressant aussi. Mais... Oui, oui, tout à fait. Pour le moment, moi, je ne suis pas du tout au courant de ce qu'il y avait, donc c'est vrai que je suis toujours Oui, oui, oui. en attente. On a qu'un micro. On a trouvé du pétrole ou pas alors? Oh non. C'est vrai que le pétrole, c'est pas Très très drôle. intéressant. J'ai du mal à rester debout. J'ai tellement mal. Je vois pas le télé. Oui, alors, si vous voulez, pourquoi est-ce que j'ai fait présentation globale aussi? Parce que, pour ce qui est, oui, je vais répondre, hein, madame, je vais répondre dans la mesure, je ne vais pas vous prouver ce qu'on a trouvé, hein, je n'ai pas de preuves là-dessus. Mais si vous avez une présentation globale en parlant à la fois du livre de Scully, du livre de Steinman, du travail de Scott Ramsey, globalement le contexte, et puis la manière dont le livre de Scully a été enterré très vite, c'est justement pour qu'on ait cette vision globale dans laquelle je vais présenter des recherches de Scott Ramsey, le livre que j'ai traduit donc, mais néanmoins, pour ce qui est des éléments factuels sur l'objet, les descriptions se trouvent dans le livre de Frank Scully. Et ensuite, nous avons effectivement des témoins directs, quelques témoins directs, qui ont été découverts par Scott Ramsey. Alors effectivement, des témoins directs, là, vous avez entendu le témoignage de Virgile Riggs, donc de Donald Bass, qui ne témoigne pas, qui ne témoigne pas directement, mais qui rapporte le témoignage de Donald Bass. Donald Bass aurait été un témoin direct, certainement qu'il décrit précisément ce qu'il a vu,
Ça se trouve en partie, effectivement, dans le livre de Scully. D'autres témoins directs, effectivement, décrivent, je vais vous en parler, décrivent leur expérience de témoins directs. Il y en a 4. 4 qui sont répertoriés, reconnus, revendiqués par l'auteur Scott Ramsey, et qui confirment largement les descriptions qui sont dans le livre de Scully. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Oui, monsieur. Non, jusqu'à présent, on a juste le docteur J, là, qu'on n'a pas pu identifier. Oui. Un témoin direct. Ah non, 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 le docteur J n'est pas un témoin direct. Disons qu'il a participé à l'analyse sur le site, c'est ça. D'après ce que disait Sicasco. Le docteur J n'est pas ça un témoin direct. Le docteur J fait partie de l'affaire Aztec telle que Frank Scully l'explique, où on reconstitue l'architecture, le scénario, si vous voulez. Le docteur J, c'était un scientifique, c'est prétendument un scientifique ou une équipe de scientifiques. Je n'ai pas décrit encore, je n'ai pas développé le sujet du docteur J, je l'ai à peine abordé encore. Mais c'est quelqu'un qui aurait travaillé sur l'étude de l'objet. Quand on parle de témoins directs, ce sont des personnes, des civils du Kidam qui auraient été témoins du crash, témoins de l'arrivée des militaires ou de la récupération. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc le docteur J ne peut pas s'associer à ce qu'on appelle un témoin. On peut dire si tu as bien montré que Scully réagit vite, mais quand même, moi je suis très curieux. Je n'ai pas répondu à madame encore, je commence à répondre à madame. Alors, la question c'est sur le témoin. Et vas-y. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous parler de 2 ou 3 témoins très concrets. Là, j'en ai un, là. Mais ce que dit déjà Frank Scully dans son livre de 1950 et qui est en fait en partie confirmé et avec des éléments nouveaux chez les témoins découverts par Scott Ramsey. Frank Scully dit que l'objet, effectivement, comme vous l'avez vu, c'est un objet lenticulaire de 100 pieds de long, lenticulaire, donc circulaire, donc 30 mètres de diamètre, avec une coupole dessous et une coupole dessus, une petite coupole dessous et une grande coupole dessus. Et quand Scully dit qu'il n'y avait pas de civils, il n'y avait pas de témoins civils sur le lieu du site, que les militaires sont arrivés parce que l'objet aurait été détecté par des radars. Des radars auraient identifié l'objet et le lieu du crash. Par triangulation, des stations radars auraient identifié la trajectoire de l'objet et le lieu du crash, donc au nord du Nouveau-Mexique. Et les équipes de militaires et des experts envoyés par Vannevar Bush, selon le livre de Steinman en l'occurrence, donc le représentant du groupe Majestic 12, comme on sait, serait arrivé à la base de Durango, qui se trouve de l'autre côté de la frontière, au Colorado. Un aéroport militaire et civil. Et donc de Durango, il serait parti en convoi militaire par route jusqu'à Aztec, un trajet de quelques heures, 3 ou 4 heures de route de Durango à Aztec. Dans le livre de Scully, donc, il n'y a pas de témoins civils. Les militaires arrivent et les officiels et les techniciens. Il faut dire qu'il enquête, il fait son livre en 1949 pour être publié en 1950. Donc Scully lui-même n'a pas fait d'enquête sur l'affaire. Il ne fait que recueillir le témoignage de Silas Newton. C'est très important parce que ça nous donne aussi l'importance du travail de William Steinman et de Scott Ramsey. C'est-à-dire que le livre de Scully a été écrit très rapidement. Ce qui ne veut pas dire que ses contenus sont faux, mais il y a des éléments qu'il lui-même n'a pas pu recueillir parce qu'on ne peut pas le considérer comme un ufologue qui fait une enquête de plusieurs années. Alors maintenant, pour ce qui est des témoins concrets, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, je vais vous donner un témoignage très précis
C'est le témoignage de Doug Noland et Bill Ferguson. Alors là, je vous assure, je n'ai pas de photos, mais le récit est vivant. Donc vous allez entrer dans le vif du sujet. Effectivement, je comprends votre frustration. Je vous prie de m'en excuser, mais j'ai pensé que c'était légitime, nécessaire, utile et nécessaire de présenter un contexte général. Alors, Doug Noland avait 19 ans en 1948. C'était un ouvrier, un jeune ouvrier des champs pétroliers. Un ouvrier de 19 ans qui travaillait pour la compagnie El Paso Oil, était déjà en route avant l'aube pour récupérer son contremaître, Bill Ferguson, avec qui il allait commencer son travail sur les champs pétroliers au sud d'Aztec, au Nouveau-Mexique. Donc, il commence le travail à 5 h du matin. Il récupère son chef d'équipe en voiture. Au moment où Doug se gare devant la maison de Bill Ferguson, ni l'un ni l'autre ne peut imaginer ce que cette journée allait leur réserver. Bill dit à Doug qu'un feu de broussailles avait été signalé à Arch Canyon Road, 18 km au nord-est d'Aztec. On s'inquiétait qu'il puisse s'étendre à proximité de l'un des réservoirs. Ils avaient besoin de se rendre sur place aussi vite que possible. Le planning de la journée pour le projet au sud d'Aztec allait devoir attendre quelques heures. Donc ils travaillaient au sud d'Aztec, sur des sites pétroliers. Mais là, on leur annonce des feux de broussailles au nord d'Aztec, au nord-est d'Aztec, la région qu'on appelle Arch Canyon, où se trouvent également des silos, vous avez vu, des réservoirs pétroliers. Donc ils se rendent dans cette direction. Des réservoirs reposaient au pied d'une mesa voisine, à un endroit que les ouvriers sur le champ pétrolier appelaient Virage Arkansas. Vous vous rappelez la carte qu'on a vue tout à l'heure. Effectivement, pour vous, c'était illisible, hein, puisque je ne vous ai pas présenté les circonstances, les conditions de la découverte. La nouvelle d'un incendie à proximité des réservoirs des réservoirs n'était pas ce que les ouvriers voulaient entendre. Évidemment, ça inquiétait beaucoup les ouvriers, l'idée que l'incendie puisse atteindre les réservoirs. Doug et Bill se hâtèrent pour se rendre jusqu'au réservoir. Ils furent accueillis par de nombreux autres travailleurs du champ pétrolier qui étaient arrivés plus tôt pour savoir ce qui se passait. Le feu de broussailles semblait confiné au sommet de la mesa, n'avait pas atteint le voisinage des réservoirs qui bordaient la route au-dessous de la butte. Hein, vous vous souvenez de la photo des réservoirs qui sont en dessous, au contrebas de la mesa. Les autres travailleurs saluèrent Doug et Bill, leur dit rapidement que les réservoirs de stockage n'étaient pas menacés par le feu de broussailles, mais que quelque chose d'étrange était posé au sommet de la colline. Alors, un truc caractéristique des collines du sud-ouest et des États-Unis, conçues par les sommets aplatis, qui ont conduit le premier explorateur espagnol nommé Mesa, des tables. Donc, les deux travailleurs gravirent rapidement la colline jusqu'à son sommet pour voir ce dont parlaient les autres travailleurs. Alors voilà le témoignage de Doug Noland et de Bill Ferguson. Scott Ramsey n'a pas interviewé Bill Ferguson, puisque Ferguson est mort avant 2004, hein, quand Scott a interviewé, en 2003, quand Scott a interviewé Doug Noland. Le vaisseau est extrêmement grand, se rappela Doug. Scott dit, je l'ai interviewé en août 2003 dans sa maison de Las Vegas, au Nevada, alors qu'il récupérait une série d'attaques cardiaques. Il avait raconté l'histoire à un choix de personnes au cours des ans, et il voulait que cela soit enregistré. Alors voilà le témoignage. Un nuage de fumée venu du feu de broussailles enveloppa les travailleurs dans les premières lueurs de l'aube quand ils parvinrent jusqu'à l'objet. Un vaisseau lenticulaire et métallique de grande proportion reposait silencieusement au-dessus de la mesa. Doug expliqua qu'au moment où les jeunes gens s'approchaient, nous avons réalisé que le vaisseau était lisse, sans joint, rivet, boulon, une marque de soudure, semblait avoir été moulé. Doug se souvenait que lui et Ferguson s'étaient approchés prudemment, avaient effectivement grimpé au-dessus du disque de près de 30 mètres de diamètre. Il écrit ainsi, le vaisseau était en aluminium brossé, semblait très lisse, ce n'était pas l'aluminium hautement poli tel que vous le voyez sur un avion. Alors qu'il parcourait l'engin à la recherche de ports, d'un accès quelconque, les gens trouvèrent, en examinant de plus près, des sortes de hublots. Doug dit, les fenêtres ou hublots ressemblaient à des miroirs jusqu'à ce que vous regardiez de plus près. Vous pouviez alors regarder à travers. Il se rappelait que des années plus tard, quand les lunettes de soleil devinrent populaires, elles lui rappelaient toujours les fenêtres sur le vaisseau. Donc on comprend que ce sont des hublots donc transparents, mais à distance, on ne s'en rendait pas compte qu'ils étaient transparents, un peu comme l'effet lunettes de soleil. Pas lunettes de soleil, effectivement, les lunettes de soleil sont des lunettes, donc on peut voir à travers. Les études qui ont été faites selon les recherches faites
enquêtes faites par William Steinman et autres, des enquêtes qui sont évidemment non officielles, il n'y a aucune déclaration officielle sur ces enquêtes faites par des scientifiques, révélerait que le hublot n'était pas en verre, c'était un métal, mais dans les effets caractéristiques, ça s'apparentait à du verre, mais ce n'était pas du verre. Et par contre, extrêmement résistant. Alors, l'une des fenêtres du hublot était fracturée, dit Doug. Le trou était de la taille d'une pièce de monnaie, pas plus grand si je m'en souviens. C'était un trou dans le hublot de la taille d'un quarter. Alors, un quarter, c'est une petite pièce, donc ça doit faire quelques 2 à 3 cm, 2 cm, 3 de diamètre. En regardant au travers du hublot, Doug et Bill virent 2 petits corps affaissés au-dessus de ce qui semblait un tableau de bord. Doug se rappelait, le soleil se levait à ce moment-là, nous pouvions distinctement voir 2 corps. Bientôt, d'autres personnes arrivèrent sur la mesa. Monsieur et Madame Knight, un couple de ranchers locaux qui élevaient du bétail près de la mesa, arrivèrent dans leur camionnette pour voir ce qui causait toute cette agitation. Ils stationnèrent leur pick-up avec les autres véhicules, grimpèrent sur la colline jusqu'au vaisseau, conseillèrent rapidement aux hommes de quitter les lieux. Doug raconta, les Knight nous faisaient une petite conférence sur le fait de rester près de la fichue machine. Quand nous avons entendu un son qui nous a paru très étrange, c'était un hélicoptère qui faisait le tour de la mesa. Doug dit que cela leur sembla presque aussi incroyable que le disque métallique. Je n'avais encore de ma vie jamais vu un hélicoptère. Donc effectivement, c'est un élément ça aussi important. Les hélicoptères qui sont courants aujourd'hui, en 1948 existaient, mais ce n'était pas un objet civil courant, et non plus un objet militaire courant. Il y avait encore peu de véhicules militaires type hélicoptère. Et donc, Doug Nolan, 19 ans, était aussi stupéfait devant un hélicoptère que de voir un flying saucer couché sur la mesa. Pour ce qui est du couple, effectivement, je précise que le témoignage de Doug recoupe vraiment les autres témoignages, j'en ai au moins 3 qui ont été recueillis par Scott Ramsey, des témoins qui ne se connaissaient pas, qui ont été découverts, rencontrés par Scott Ramsey dans des conditions spécifiques, qui n'ont jamais pu communiquer les uns avec les autres, a priori. Et entre autres, le fait que plusieurs personnes, plusieurs ouvriers ou visiteurs ont cheminé sur l'objet. Alors apparemment les gens ont grimpé sur l'objet et l'ont parcouru, comme des enfants qui veulent jouer avec un nouveau jouet en l'occurrence. Une autre caractéristique qui est signalée, c'est que l'objet était très léger. Apparemment, 2 hommes pouvaient soulever l'objet aux 2 extrémités. 30 mètres de diamètre, mais un objet extrêmement léger. Ça fait sourire monsieur. Peut-être que pour monsieur, ça veut dire que cette histoire n'est pas crédible. C'est votre liberté de le penser. Pour moi, ça me paraît tout aussi crédible que l'objet soit ultra léger, qui fait qu'il pèse 200 tonnes. Mais chacun son point de vue. Voilà. Pour le témoignage de Doug Nolan. En mars 1948, les premiers hélicoptères militaires étaient les Sikorsky série H5 et le Bell H13. C'était des machines petites et légères qui ne transportaient que 2 ou 3 personnes. Elles étaient limitées en vitesse et en autonomie. Voir un hélicoptère dans la zone désertique de Arc Canyon, même où que ce fût à la fin des années 40, était fortement inhabituel. L'objet était posé sur la mesa ce matin-là devait être d'une importance majeure pour qu'on ait envoyé cet appareil militaire relativement nouveau et rare. C'est le point de vue de Scott Ramsey que nous ne sommes pas obligés de partager, chers messieurs, chères mesdames et messieurs. Quand j'ai interviewé Doug, dit Scott, il se rappela qu'après l'arrivée des Knight, un policier apparut, fit comme s'il ne connaissait personne sur la mesa. Doug s'approcha du policier et demanda « Que devons-nous faire ?» Le jeune policier que nous avons identifié comme étant Manuel Sandoval, parce qu'il y a une enquête de Scott Ramsey, ils ont effectivement identifié Sandoval, qui a fait son témoignage, qui est d'un des témoins finalement à l'affaire Aztec, expliqua qu'il était policier à la ville de Cuba, Nouveau-Mexique, qu'il avait su, ça c'est le témoignage de Sandoval quand il a témoigné avec Scott Ramsey, qu'il avait suivi le disque qui volait à basse altitude en direction du nord aux premières heures du matin. Il dit à Doug que cela avait finalement conduit jusqu'au secteur de Hart Canyon Road. Donc là on a le témoignage de Doug Nolan à propos du policier en question. Il expliqua à Doug que les résidents de la ville de Cuba avaient signalé plusieurs observations de ces objets pendant les semaines antérieures à ce 25 mars. Donc apparemment dans la région d'Aztec
et de Cuba, parce que Cuba, sur la carte, se trouve au sud d'Aztec, je dirais à 25 km au sud-est d'Aztec. Et donc Sandoval est un policier de patrouille autoroutière, il circule entre Cuba, Aztec et puis jusqu'à la frontière avec le Colorado. Donc pendant plusieurs semaines, il y a eu des observations, des signalements d'observation par les populations, observations dont Sandoval, en tant que policier, avait eu écho. Le policier dit encore qu'il ne savait absolument pas quoi faire quand il a vu l'objet osciller ce matin à l'aube, au cours de la nuit, qu'il ne savait absolument pas quoi faire ayant observé quand le vaisseau passa au-dessus de Cuba, qu'il oscillait et semblait flotter comme une feuille. Sandoval dit à Doug qu'il avait décidé de suivre l'objet sans réaliser où il s'était posé sur la mesa, jusqu'au moment où il aperçut les camions des ouvriers du champ pétrolier stationnés sur la route. C'est-à-dire que le policier Sandoval circule en direction des régions où il a observé l'objet, et puis il tombe sur Art Canyon, il voit les véhicules se diriger et stationner à cet endroit. Bill Ferguson était mort depuis longtemps au moment où Ramsey entreprit son enquête, en 1986. Alors Sandoval dit à Doug que le vaisseau semblait en difficulté, qu'il avait failli percuter une mesa près de la ville de Bloomfield, juste au sud d'Aztec. Et alors là, ce témoignage coïncide avec la description par Valentin Arculeta. Valentin Arculeta, c'est le témoin premier que j'ai signalé, se trouve sur une autre version de ce PowerPoint. Je suis étonné qu'on n'ait pas les photos des témoins. Là, peut-être si on a mis tout à l'heure, je le retrouverai sur une autre version, sur cet ordinateur. Valentin Arculeta, c'était un fermier qui revenait en fait de la Deuxième Guerre mondiale, était prisonnier à Bataan, donc aux Philippines. Il avait été interné après la bataille de Bataan pendant plusieurs années, 2 ans. Il avait survécu à la déportation de Bataan. Il était de retour depuis peu de temps. Et donc, il sortait ses bêtes, premières heures de l'aube, à Blanco, comme on a vu tout à l'heure, au sud d'Aztec. Il a vu l'objet osciller comme une feuille, se dirigeant vers Art Canyon, et percutant la mesa, avant de passer au-dessus de la mesa. Et donc, le témoignage du policier Sandoval coïncide. Un objet qui volette, qui oscille, et qui manque de percuter une mesa. Le jeune policier s'approcha du vaisseau. Alors, après avoir parlé avec Doug, le jeune policier s'approcha du vaisseau, dit aussi à tout le monde de se tenir à l'écart jusqu'à ce qu'il soit sûr de ce que c'était. Quelques jeunes gens informèrent l'agent de police Sandoval qu'il pouvait clairement distinguer 2 corps dans le vaisseau, que les corps semblaient affaissés devant une sorte de tableau de bord. Voilà. Ça, c'est le premier témoignage, enfin le second témoignage, mais un témoignage avec une description précise, concrète. Je vous laisse faire une observation, si vous voulez, avant de passer l'observation sur ce témoin, Nolan. Alors, oui, Ken Farley. Oui, pour ce qui est des corps, madame demandait aussi, est-ce qu'on a des corps? Effectivement, il y a eu des observations sur les corps, des observations de témoins sur les corps. Ces témoignages se trouvent dans le livre de Scully, bien entendu. Scully rapporte le témoignage de Silas Newton et du Dr. G, le docteur qui aurait travaillé sur la récupération, sur l'étude de l'objet, également qui aurait été témoin des corps, etc. Mais là, on ne parle pas d'une enquête ufologique directe de la part de Scully. Scully rapporte ce que le Dr. G a déclaré et également à Silas Newton. Mais on n'a pas de témoins civils à proprement parler. Par contre, effectivement, et alors les descriptions sont précises dans le livre de Scully. En vérité, on vous dit qu'en vérité, 16 corps ont été découverts. 16 corps. À quoi ils ressemblaient? Alors, c'était des corps qui mesuraient en général 4 pieds. 1m20, 1m30. Petite taille, les bras très longs,
toujours les bras disproportionnellement allongés, constitution très mince, une tête légèrement un peu plus grosse que la normale, je crois des yeux un petit peu tirés. Les corps étaient brûlés, étaient calcinés. Alors, selon les docteurs J et les scientifiques, ils ont formé l'hypothèse que, étant donné qu'il y a une perforation d'un hublot, une dépressurisation de la cabine, et puis une projection d'air à très grande puissance, qui peut projeter des brûlures, hein, pour ceux qui savent, hein, la vitesse de l'air, c'est une brûlure. Donc les chairs étaient calcinées, mais ils portaient un uniforme de quelle couleur? Je crois que c'était un uniforme bleu foncé, mais qui n'était pas calciné. Apparemment, c'était une combinaison ignifugée. Ce qu'on peut présumer, évidemment. S'ils ont une technologie pour venir d'une autre planète, on peut effectivement imaginer des combinaisons qui protégées. Mais en tout cas, ils étaient morts. Il y aurait eu 16 corps. Mais évidemment, pour ce qui est des témoins découverts par Scott Ramsey, ou même par donc Steinman en 86, n'a découvert que le témoin Valentin Archuleta, donc le fermier qui a vu l'objet voleter en direction de la Mesa, à 20 km de distance. Et les témoins, les 4 ou 5 témoins directs, outre les témoins directs, qu'a pu collecter Scott Ramsey, bien non, aucun qui ont vu l'ensemble des corps. Doug Nolan dit qu'effectivement les témoins qui étaient là ont vu, qui ont pu s'approcher des hublots, ont vu des corps, mais ils n'ont pas vu la totalité des corps. En fait, dans le livre de Scott Ramsey, on explique qu'il est dit, et là évidemment on n'a pas de preuves, qu'ils auraient trouvé 16 corps, outre les 2 qui étaient dans la cabine de pilotage, donc de pilotage, il y a eu 14 corps cryogénisés, c'est-à-dire congelés, mais conservés. Donc ils ont découvert effectivement des compartiments cryogéniques. C'est l'armée. Oui. L'armée, oui. Alors ça, c'est dans le livre de Scully. Donc évidemment, là, ce ne sont pas des données factuelles, donc des témoins qui vont être confirmés par des témoins visuels et identifiés. Ça, c'est dans le livre de Scully. 16 corps. Là, donc, on a 2 corps en vie, enfin 2 corps morts, mais qui n'étaient pas congelés, évidemment, et des compartiments qui ont donné 14 corps, et qui ont été restitués à la vie. Non, qui n'ont pas été restitués, mais qui ont été décongelés. Alors, est-ce que Scully dit qu'il y a un corps qui est revenu à la vie? Je ne crois pas. Si vous voulez, dans l'équipe de récupération, l'équipe de scientifiques identifiés par Steinman, lui, est convaincu par ses enquêtes que c'est des groupes des représentants du Majestic 12 qui sont venus, entre autres Van Nevarbush, Van Neumann et Detlef Bronk. Detlef Bronk étant médecin, membre du groupe Majestic 12, et qui était spécialisé, enfin qui aurait été très actif responsable de l'analyse des corps extraterrestres, des EB, des extraterrestrial being entity, dans les différents crashs qui seraient survenus. Parce qu'encore une fois, si je veux donner ce contexte, différents chercheurs, c'est parce que le crash d'Aztec, le cas d'Aztec n'est certainement pas le seul cas de crash et de récupération d'objets et de corps. Ce n'est pas le seul cas avec Roswell. Il y a vraisemblablement eu d'autres cas de crash et d'autres cas de récupération de corps. Il y aurait plusieurs corps. Donc pour ce qui est des témoins, concrètement, que je peux vous nommer là, cités par Scott Ramsey, avec lesquels Scott Ramsey a enquêté, ils n'ont pas vu 16 corps. Ceux qui ont pu regarder par les hublots ont vu 2 corps affichés sur la cabine de pilotage. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils avaient une forme humaine?
Oui, vous avez forme humaine, humanoïde. Je ne peux plus vous dire bon, évidemment, pour les témoins en question, Dounola, mais les témoins qu'il a découverts, qui ont regardé par ses hublots, avec la lumière solaire qui projetait, ils ont vu 2 corps, mais les conditions n'étaient pas favorables pour une description précise de 2 corps affaissés mesurant 1,20 m de hauteur approximativement. La forme des doigts, la forme des yeux, la forme de la bouche, oreille, présence d'une bouche, d'un orifice, ou forme ou non d'oreille, ce n'est pas spécifié par les témoins qu'a découvert Scott Ramsey. Par contre, vous avez des indications assez précises dans le livre de Scully, mais selon les indications faites par l'équipe des Dr. J, que je vais décrire un peu plus spécifiquement. Donc, en fait, il semble que les scientifiques qui étaient là ont travaillé sur l'objet pendant 2 ou 3 jours, au moins 48 heures, jour et nuit. La zone a été bouclée. J'ai un témoin qui s'appelle Fred Reed. J'ai un témoin. Scott Ramsey a rencontré un témoin qui s'appelle Fred Reed, qui était un membre de l'OSS et qui a participé à l'opération de récupération. C'est ce qu'on appelait les fameux Beret Bleus, Blue Berets. C'est une unité qui est récurrente, si vous voulez, qui réapparaît régulièrement dans les cas de récupération d'OVNI. C'est une unité qui n'est répertoriée officiellement nulle part. Ce sont des militaires, effectivement, qui ont un uniforme bleu, avec des bérets bleus foncés, des uniformes bleus, mais sans insigne, sans référence d'affectation. Vous voyez, ce sont des uniformes totalement banalisés. Et pour cause, évidemment, eux-mêmes ne doivent pas être identifiés. Et ils ceinturent la zone. Un témoin qui indique qu'effectivement 200, Fred indique qu'au moins 200 militaires ont été affectés au ceinturage, à la sécurisation du site. Simplement pour la sécurisation du site, sur lequel les scientifiques allaient se poster pour procéder aux premières études, premières opérations d'analyse, 200 militaires affectés à la sécurisation d'un site qui est, vous voyez, une petite colline. Ceci dit, Fred Reed explique que par ailleurs, des patrouilles, des unités patrouillaient dans toute la zone environnante. Outre ceux qui sécurisaient le site du plateau d'Art Canyon, il y avait des unités militaires sur toute la région environnante, peut-être tout au début de Art Canyon Road, qui mesure des dizaines de kilomètres de long, n'est-ce pas? Donc à un moment donné, vous le verrez, quand il interroge Fred Reed, il dit « Est-ce que vous croyez que quelqu'un aurait pu franchir ce barrage et arriver au lieu de la soucoupe au moment où les militaires et les scientifiques étaient là ?» Et Fred Reed dit « Selon l'expérience que j'ai en tant qu'agent de l'OSS et membre des Bérets Bleus et voyant comment fonctionnait l'opération de sécurisation, seul un chien sauvage, un coyote ou un lapin sauvage hier aurait pu franchir le cordon. » Donc, ce qui veut dire que le cordon était très très efficace. Donc, il serait resté 2 jours. Les scientifiques seraient restés 2 jours pour une première analyse. Et ensuite, ils seraient parvenus à démonter l'objet, à désarticuler l'objet. Alors là encore, c'est un dossier complexe, ce qui fait l'objet d'un chapitre dans le livre. Au départ, comme vous dit, il ne distinguait pas de joint, pas de rivet, pas de boulon, pas de joint. Donc, comment désassembler un objet qui semble carrément moulé? Finalement, ils ont réussi ils sont parvenus à se rendre compte qu'il était assemblé en segments fixés sur une base centrale. Apparemment, tous les segments étaient assemblés sur un axe central. Et également en cercle concentrique. Alors, comment se combiner l'articulation entre éléments qui ont une base, qui sont d'abord axés sur le centre, donc vers l'extérieur, et puis des éléments concentriques, ce n'est pas décrit très très spécifiquement. J'en ai parlé ce matin justement avec Gilda Bourdet, qui n'a pas pu venir,
Parce qu'il me disait, c'est une bonne question, comment est-ce qu'ils ont transféré cet objet? Je dis oui, tout à fait. Scott Ramsey a fait une enquête de longue haleine pour savoir comment ils l'ont transféré, mais l'une des questions, c'est comment l'objet a été constitué et comment ils ont pu le démonter, le désassembler pour le transférer. Donc c'est une question qui est toujours en suspens, bien entendu. Scott Ramsey a donné sa contribution, mais tant qu'on n'a pas vu l'objet, tant que les rapports de l'Air Force, les rapports pas du FBI, les rapports du groupe Majestic, les rapports qui sont classifiés concernant cette affaire, si cette affaire est réelle, parce que ces rapports existent nécessairement si l'affaire est authentique. De même que sur Roswell et tous les cas de crash, si les cas sont authentiques, il existe des rapports. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Simplement, les éléments étant classifiés, eh bien, nous ne pouvons pas accéder à la totalité du dossier. Jusqu'au jour où, si l'affaire est authentique, les dossiers nous permettront de compléter, peut-être de confirmer ou d'infirmer certains éléments des enquêtes sur Roswell, sur Aztec ou sur d'autres cas ufologiques. Mais il est, à mon avis, certain qu'il existe des dossiers complets sur ces opérations. Donc, selon le livre de Scott, bon, ça a duré, le transport a duré une semaine jusqu'à Los Alamos, qui est situé à environ 200 km, parce que, compte tenu des caractéristiques, eh bien, en fait, l'objet aurait été assujetti avec des harnais sur des véhicules très spéciaux, et l'objet circulait entre, disons, je crois, à 25 km/h, très très lentement, pour éviter tout risque. Quelles que soient les caractéristiques de l'objet, très résistant, ultra léger, en même temps très résistant, qui ne pouvait pas entamer. Néanmoins, ça durait le voyage d'une semaine jusqu'à Los Alamos. Aucune photo était prise pendant le transport? Alors, personnellement, Patrice, es-tu au courant d'une photo? J'ai lu le livre. Et le livre on ne dispose pas officiellement de photos représentant le transport. Parfois, il n'existait pas les photos. Alors selon certains dossiers dont a eu connaissance Linda Moulton-Howe, qui est une enquêtrice, une ufologue très importante, très connue, il existe des photos évidemment de l'Air Force, des photos des équipes secrètes, évidemment, classifiées, existent évidemment, mais elles ne sont pas connues au grand jour. Oui, bien entendu. Officiellement, on n'a pas ces photos. Non, mais ils ont l'armée, ils ont des dossiers là-dessus. C'est ce que l'on... Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il fait 30 mètres de diamètre, parce que pour le passer sur une route, là, il ne passe pas inaperçu sur des dizaines de kilomètres. Il semblerait 30 que ça a mètres, été... déjà, je me demande comment ils ont pu le passer Il sur la semblerait route. que ça a été démantelé. À démonter sur place? Oui, sur place. Oui. Le schéma là, c'est une hypothèse de transport sur un porte-char. Ah, ok. Mais effectivement, la largeur... Donc ils ont mis les 50 ou 60 ou 80 bouts, un par un. Ouais, c'est ce qu'on peut supposer. Je n'ai pas lu, mais par contre, ce que j'ai lu, c'est que ça a été démantelé. Il y avait des sortes de soudures magnétiques, il était clippé magnétiquement les morceaux, apparemment. C'est ce que j'ai lu. Oui, ces éléments-là, on trouve encore une fois, si je peux vous lire tout à l'heure des extraits de compte rendu sur l'affaire Aztec, sur le livre sur l'affaire, sur le livre de Scully, ou le travail de Ramsey par les principaux ufologues de renom comme Gordon Creighton, Timothy Good ou autres, effectivement, ils reprennent certains de ces éléments et donc considèrent qu'effectivement l'objet, déjà dans le livre de Scully, il a été démonté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, monsieur, je l'ai quand même signalé. Ils ont d'abord essayé
de savoir comment il était constitué, ce qui n'a pas été facile parce qu'effectivement, a priori, on ne trouvait pas de soudure, ni de boulon. À un moment donné, il est dit, je crois, dans le livre de... J'ai des extraits là, de Scully. C'est faux, tous les boulons alors, il n'y a que de la tôle. Voilà cette expression tourner boulon dont on se moque, effectivement. C'est très vraisemblable que la plupart des soucoupes volantes en réalité n'ont jamais eu de tôle, mais de boulon. Ça ne pas de la tôle non plus. Donc concrètement, pour ce qui est des soudures, en vérité, je serais rendu compte qu'apparemment, c'était des assemblages au niveau moléculaire. Quelque chose qui nous paraît totalement stupéfiant, une technologie inconnue encore, que les couches s'associent et qu'elles peuvent être dissociées donc par des procédés, par des opérations. Donc ça existe, confirme monsieur. Cellule moléculaire, voilà. Donc il se rendu compte effectivement on n'a pas même pas des soudures microscopiques, mais d'un autre procédé au niveau moléculaire. Puis donc des éléments assemblés dans le livre de Scully, si je peux vous lire tout à l'heure, dans le livre de Scully, il dit qu'à un moment donné c'est formé comme des quartiers d'orange. C'est-à-dire qu'on a un axe central et les segments partent du centre, l'axe central vers l'extérieur, comme des quartiers d'orange. Alors ce n'est pas décrit techniquement, très précisément, on n'a pas les schémas. Donc Scott Ramsey reconstitue aussi ces éléments. Il dit que c'était également des cercles concentriques eux-mêmes divisés en segments, mais on n'a pas le protocole général sur la récupération elle-même. Alors maintenant, concrètement, pour ce schéma, donc là, il donne une image, effectivement, de l'objet. Oui, mais Scott Ramsey ne dit pas dans son livre que la récupération s'est passée ainsi. Pas du tout. Bien au contraire, sur la base du livre de Scully et des travaux qu'ils ont fait, donc l'objet a été démonté, mais là, c'est une reconstitution à l'extrême, si vous voulez, en prenant en compte les dimensions les plus larges, donc 30 mètres. Alors, ce véhicule que vous voyez, en fait, appartient à la catégorie des véhicules qu'on appelle les low boy. Boy, c'est un garçon, low boy, un garçon bas, parce que ce sont des remorques surbaissées. Ce sont des semi-remorques à remorques surbaissées, qui sont toujours utilisées dans les transports exceptionnels. Et ce véhicule-là, qui a ces caractéristiques, je ne peux plus vous le dire, mais là, vous voyez qu'il fait pas loin de 30 mètres, il fait dans pas loin de 22 ou 25 mètres total. Il s'appelle un Dragon Wagon. Il y en a deux modèles en vérité, et c'était les plus gros modèles de véhicules de transport exceptionnels utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour le transport de véhicules lourds, y compris de véhicules de chars légers, de chars lourds. Donc les fameux chars Sherman, tous les grands chars américains qui ont mené les batailles jusqu'en Allemagne ont été rapatriés quand ils étaient endommagés par ce genre de véhicules. Donc ce sont les plus gros véhicules utilisés. Donc comment est-ce que Scott Ramsey a essayé de reconstituer le trajet de Art Canyon à Los Alamos? Il a fait appel à une société de transport de véhicules, de transport exceptionnel. C'est une société que connaissait son père. Le père de Ramsey n'était pas actif, il était depuis longtemps à la retraite, mais il avait travaillé dans un transport exceptionnel. Et ils ont fait appel à une autre société spécialisée de renom national qui est venue de Pennsylvanie. Donc ils ont fait venir le directeur de cette société de Pennsylvanie avec ses techniciens, ses ouvriers, pour tenter de reconstituer le transport de Art Canyon jusqu'à... Tu peux montrer la carte maintenant, jusqu'à Los Alamos. Los Alamos, comme vous le savez, c'est le site du projet Manhattan. C'est là qu'a été mise au point la bombe atomique. C'est toujours été un site secret qui est associé très souvent aux récupérations d'objets.
Là, c'est la base. Ça, c'est Celle-là, ça va, non? enfin, si vous voulez, une autre sur laquelle on verrait Los Alamos, par exemple. On fait Los Alamos, qui est une région montagneuse. Hein. Là, c'est un lac artificiel et c'est beaucoup plus loin. Tu en as une autre où on voit peut-être avant avec l'Aztèque. Bref, ça fait au moins 200 km. Et voilà pour le transport. Un des témoins dit par exemple que, à propos du site, la destination Los Alamos, qu'il a été affecté, je crois que c'est Fred Louis justement, qu'après l'opération de récupération, il a été affecté à le rapatriement des véhicules exceptionnels, des véhicules de transport qui étaient sur le site de la récupération. Et que ces véhicules venaient de leur site d'origine, et donc chaque véhicule est rapatrié sur sa base d'origine, en général des bases militaires. Ça peut être la base d'Oloman, qui se trouve beaucoup plus au sud, la base de Kirtland, à Albuquerque. Ça peut être une base en dehors du Nouveau-Mexique, ou ça peut être à Los Alamos. Et donc il disait que la plupart des véhicules qui ont été rapatriés à Los Alamos. Ce qui veut dire que ces véhicules, très vraisemblablement, en grande partie étaient originaires de Los Alamos. C'est pourquoi les auteurs supposent que c'était la destination du véhicule. Comment maintenant, est-ce que maintenant on en parle vraiment, pour présenter un peu la suite des opérations à l'époque et maintenant? Donc pour ce qui est des années 1950, je crois que je ne vais pas y revenir, je me suis étendu assez longuement, donc à l'époque, je ne vois pas ce que je peux dire de plus. D'accord. Donc, il y a une partie qui a été déclassifiée, parce que c'était quand même il y a 70 ans. Certains documents de l'armée et de l'air anglaise ont été mis à jour. Là, il n'y a rien. Non, on ne peut pas dire que. Le début du non, je ne veux pas dire qu'il y ait des classifications. Là, comme on dit, les archives militaires de la base de Wellford, ça, ce sont des archives qui ne sont pas classifiées, auxquelles Scott Ramsey a eu accès, qui ont prouvé que Virgin Wheels et Donald Bass étaient affectés à cette base en 1961, 1964, etc. Les documents, il faut savoir que Scott Ramsey a fait un très gros travail, effectivement, avec les archives de l'Air Force, qui sont sur la base de Maxwell, qui se trouve en Alabama. Les archives générales de l'Air Force sont regroupées dans un centre qui est la base de Maxwell en Alabama. Et c'est là également qu'il a pu faire un travail qui lui a permis de retrouver les bases radars qui existaient. Alors c'est une question qui a été très conjecturée, très débattue, très combattue, plein de points d'interrogation. Ils ont fait un travail considérable à la base de Maxwell. Ils ont finalement identifié des bases radars qui se trouvaient au Nouveau-Mexique, alors que l'Air Force a toujours nié qu'elle ait possédé des bases radars au Nouveau-Mexique, alors qu'on trouve effectivement dans beaucoup de documents l'hypothèse comme quoi les objets, les ovnis qui se seraient crashés auraient pu être déstabilisés par des bases, par des radars. C'est une question qui a été posée. Ce dossier des radars a été enquêté, en l'occurrence, parce que je ne pourrais pas développer le sujet, mais sur la base de Maxwell, donc, ces officiers, les archivistes qui ont bien voulu travailler avec Scott Ramsey, madame, s'il vous plaît, ont découvert que, en vérité, les bases n'appartenaient pas à l'Air Force, et plus exactement, elles ont été à un moment donné léguées par l'Air Force
à l'agence nucléaire, à la Atomic Energy Commission, la commission d'énergie atomique, la commission d'énergie atomique qui a succédé au projet Manhattan. Le projet Manhattan met au point la bombe atomique, il succède à AEC, Atomic Energy Commission, 1900, après-guerre. À la tête de la commission d'énergie atomique est Robert Oppenheimer, qui était à la tête du projet Manhattan, bien entendu. Et le budget du projet Manhattan était un budget colossal, comme on le comprend. C'était le plus gros budget de l'avant-guerre et de la guerre, bien entendu, puisqu'il s'agissait de mettre au point. Vous imaginez les budgets de la commission d'énergie atomique, équivalent. Donc les bases ont été confiées à la commission d'énergie atomique, après la guerre. Donc en vérité, ces bases, à partir de 1950, à partir de 1947 ou 1948, n'appartenaient plus à l'Air Force, donc ne figuraient plus dans les archives de l'Air Force. C'est-à-dire que comme ça, on ment pas, on dit moi j'ai pas de base. Voilà, en vérité, en étudiant tous les transferts de compétences, d'affectation, de responsabilités légales, etc., aux archives de base Maxwell, donc les bibliothécaires archivistes, qui ont soutenu Scott Ramsey, ont permis d'établir que ces bases existaient, mais qu'elles appartenaient à la commission à l'énergie atomique. Et c'est comme ça que Scott Ramsey, retrouvant ses indications, a retrouvé cette base à El Vado, au nord de Los Alamos, en 2004. Il y avait des générateurs de compensation. Évidemment, ainsi de suite. Mais les sites sont établis dans des archives qui se trouvent à la base de Maxwell, archives de l'Air Force, ou à l'Alabama. Reviens à la photo originelle, s'il te plaît, avec les plans. Les plans avec le plan, non, mais la carte. Ça va définir, hein. Oui, c'est vrai que je dois dû te le montrer avant. Non, c'est après. Les cartes, tu vois. Les cartes sont au début. Ah oui, au début, ah oui, d'accord. Les cartes au début. Non, les cartes. Non, à la fin, quand tu vois le dame, là. Ah, celle-là. Ah oui, c'est là que je trouve les bases. En vérité, la première, elle se trouve près d'un lac, vous voyez, un énorme lac artificiel. Alors, quel rapport en fait ce lac? Ça ressemble à un lac naturel, évidemment, mais c'est un lac artificiel qui a été constitué à partir de cours d'eau, évidemment, et destiné à une centrale hydroélectrique qui se trouvait ici. Cette centrale hydroélectrique était destinée à Los Alamos, à fournir l'alimentation électrique de Los Alamos qui se trouve à près d'une centaine de kilomètres. Et la base, la station radar, originellement, se trouvait près de ce dam, vous voyez. Et donc, Los Alamos est ici, derrière Albuquerque. Los Alamos est dans cette région. Ici, vous avez la région d'Aztec. Et donc, Los Alamos ici. Donc, la station radar originelle se trouvait ici, près du lac. Puis elle a été déplacée à un moment donné, après, quand le projet Manhattan a été dissous, elle a été déplacée dans une région plus élevée, plus montagneuse, là où on trouve les photos. Et donc, vous voyez que elle couvrait une zone qui correspond également à Aztec, et puis à la région peut-être même au sud, en fait, des zones considérables. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas eu de base radar, puis qu'il y avait la première base, c'est la seule base mondiale de bombardiers atomiques. Bien évidemment, parce que ça, l'existence de bases radar a toujours été niée par l'Air Force, et en tout cas, encore plus le rôle de ces bases radar dans les accidents, dans les crashs d'OVNI, parce que vous savez peut-être que l'une des hypothèses qui a été faite, qui est toujours faite sur les crashs d'OVNI, c'est que les stations radar qui protégeaient Los Alamos pendant la guerre, c'est-à-dire le projet Manhattan, la mise au point de la bombe atomique, et puis qui protégeait Roswell, qui était la base de missiles nucléaires,
hein, la seule base de missiles nucléaires, de bombardiers nucléaires. Oui, c'était pas les missiles encore. D'où sont partis les avions qui ont bombardé Hiroshima, qui ont été affectés dans le Pacifique. Donc effectivement, ces sites étaient vraisemblablement protégés par des radars, parce qu'il y avait toujours un risque d'une manière ou d'une autre. Hein. Les Allemands, c'était toujours une question d'espionnage, de risque à cette époque-là. Par la suite, après la guerre, bon, ben, c'était la guerre froide, évidemment, donc on protège contre l'Union soviétique. Et donc l'idée, c'est qu'une hypothèse a été faite comme quoi les radars ont déstabilisé des ovnis par hasard, que le système de propulsion, de navigation des ovnis était perturbé par les ondes ultra courtes ou les ondes radio émises par le radar. Et par la suite, les militaires ayant compris cela, ont intentionnellement utilisé ou mis au point des dispositifs radars dans le but de capturer, de piéger, d'abattre des ovnis en utilisant les ondes radio émises par les radars. Et d'ailleurs, l'idée que des radars ultra puissants auraient été mis au point à cet effet par les militaires. L'un des témoignages sur la base d'El-Vado, justement, c'est que un des témoins qui a été retrouvé par Scott Ramsey dit qu'il était au départ, il était sur la base radar en altitude, et de la base radar qui était en altitude, il descendait justement à une base militaire qui est trouvée près du lac artificiel. Et quand il descendait de la base radar qui était en altitude jusqu'au lac artificiel en près du bas, bonsoir, eh bien, il ramenait des oies sauvages grillées, ou des canards sauvages. Enfin, grillés, à moitié grillés. Il disait au cuistot, tu vois, il a pré-cuit, il n'a plus qu'à enlever les plumes, et il ne va pas rester longtemps au four parce qu'il est déjà pré-cuit. Donc, je vous laisse deviner l'image sordide que cela signifie. Hein. Vous savez qu'on ne laisse pas les enfants approcher des micro-ondes. Hein. Un micro-ondes, c'est dangereux, et un radar, c'est un... Oui, ce sont des micro-ondes. Hein, les portables, ça émet un peu de radio, oui, bien sûr. Voilà, donc il y a ce témoignage, hein, il est réel, concret. Donc les techniciens qui travaillaient à la base radar, quand ils descendaient au Metz, près du lac, ils ramenaient toujours 4 ou 5, une dizaine d'oies. Ça c'est pour demain. Donc elles étaient abattues supposément près du même. Bon, ok. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce dossier, mais voilà, ça passe très vite. Juste une question, y a-t-il un avant et un après? C'est-à-dire qu'avant une technologie donnée, et après le crash, et dans les années qui suivent, un développement technologique dans certains domaines, que ce soit électronique ou technologique. Voilà. Est-ce qu'on a regardé ça? Ça serait peut-être trop long. Disons que c'est pas le thème qui Scott Ramsey dans son livre. Mais moi je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais voilà, si l'objet, si ces cas sont authentiques, le cas Roswell et d'autres, hein, puisqu'il y a Laredo, Kingman, il y a un certain nombre de cas de crash qui ont été étudiés qui semblent solides. Si ces cas sont authentiques, il est vraisemblable qu'il a existé. Et donc il est vraisemblable qu'il existe des programmes, je dirais, confidentiels de déchiffrement, d'identification des technologies qui ont permis... Jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que... Il faut que ça soit une technologie qu'on soit capable quand même de comprendre. Enfin, il y a un minimum... Si c'est trop avancé, on va... Ah oui, c'est tellement avancé qu'on ne peut pas... Je voudrais savoir si les témoins étaient inquiétés, les témoins et les civils qui ont pénétré sur le site, qui sont montés sur l'engin, ils ont été inquiétés par la suite. Ils auraient dû l'être énormément. Oui, alors là, effectivement, c'est... On voit l'histoire de Roswell, ce qui s'est passé après sur les enfants, les petits-enfants. Imaginez que... Oui. Dans le témoignage de Doug Nolan, de Fred Reed, il y a un témoin également qui est anonyme, il n'a pas donné son nom, il s'appelle George. Il travaillait, tu parles de Roswell, il travaillait sur la base de Roswell, qui est à quelques distances d'Aztec, hein, enfin quelques distances,
une grande distance, mais le Mexique c'est immense. Hein. Disons à 400 km au sud, hein. 250, 300 km, bref. Ça s'appelait Walker Air Force Base. Roswell a été rebaptisé Walker Air Force Base. Il dit qu'en vérité, ce sont les unités de Walker Air Force Base, donc de Roswell, qui ont dirigé, qui ont piloté la récupération du crash d'Aztec. Parce qu'ils avaient acquis une expérience, une expertise, si tu veux, en juillet 1947. Et donc, en mars 1948, 8 mois après, on leur a confié le pilotage de cette opération parce qu'ils avaient commis des erreurs. Enfin, disons que la sécurisation n'a pas été assez rapide, le public, les témoins sont venus sur le site de Roswell, ils ont été menacés, soumis au silence, effectivement. Et donc, et tous disent, comme Doug Noland, qu'en vérité, dès que les militaires sont arrivés, donc en fin de matinée, il faut savoir que le crash se passe, admettons, à 5-6 heures, peut-être même avant, le fermier Arculeta voit ça à 5 heures du matin, les ouvriers arrivent un peu après, Doug Noland, à cette heure-là, mais les militaires arrivent en fin de matinée, admettons à 10h, 11h, ils ont été informés très rapidement, ils sont arrivés peut-être d'Albuquerque, la base de Kirtland, de Roswell, peut-être même du Colorado, mais ils ont fait des interviews, des entretiens individuels. Toutes les personnes qui étaient là ont été soumises à un entretien individuel, donc ce qui est encore plus intimidant, et ils ont tous été soumis au silence avec menaces très graves. Oui. Ça, c'est dans le témoignage de Doug Nolan, du policier Sandoval, de Fred Reed, de Ken Farley, de tous les témoins. Également, non pas dans le livre de Scully, par contre, parce que dans le livre de Scully, il n'y a pas de témoins. Les militaires arrivent, voilà. Est-ce que dans la requête FOIA, est-ce qu'on a pu trouver des traces ou des indications du crash? Parce que l'endroit est quand même relativement court. Dans les documents MJ12, par exemple. Est-ce qu'on a une référence? Est-ce que c'est mentionné quelque part? Alors, je ne peux pas parler pour les documents Majestic 12 publiés par Robert Wood, vous faites référence. Ce que je peux dire, c'est qu'en juin 2017 est paru, oui, tu peux le présenter très rapidement, Patrice, si tu veux. En juin 2012 est paru sur le site Midnight in the Desert, MITD, qui est un site américain, est paru un document qui aurait été édité en janvier 1989, un document qui est attribué à celui qui aurait été le numéro 1 du groupe Majestic en 89, qui était le général Webster, William Webster, qui a été à cette époque directeur du FBI. Il faut savoir que le groupe Majestic 12 a vraisemblablement existé depuis 1947, quand il a été constitué, avec un roulement. Les personnes n'ont pas été membres du groupe pendant 50 ans, évidemment, mais le groupe existe toujours. William, le directeur du FBI, peut-être où est destiné, évidemment, peut-être membre du groupe. Bref, il était apparemment le numéro 1, Majestic 1 du groupe, et c'est lui qui aurait déclassifié des documents concernant, entre autres Aztec, un document de 47 pages qui s'appelle UTSA, Ultra Top Secret Assessment. Alors, évidemment, ce document n'est même pas un document déclassifié par la CIA ou par quelque agence que ce soit. C'est un document qui a été publié en juin 2017 et Stanton Friedman analyse le document. De même que Richard Delanne, ils n'ont pas remis leur expertise. Pour Stanton Friedman, c'est un document qui a toutes les caractéristiques d'un document Majestic 12 authentique. Il a dit on n'a jamais eu un document Majestic 12 de cette qualité. Et il y a une partie sur Roswell, un dossier de 6 pages, et 2 dossiers sur Aztec, chacun fait 6 pages aussi. Et qui reprend effectivement beaucoup les contenus qui sont dans le livre de Scully. On n'a pas le temps de ouais. dans le détail. Je ne peux pas vous le... Vous trouvez ça ça sur internet, vous tapez Ultra Top Secret Assessment ou Midnight in the Desert. Et vous... Voilà. Merci. Et je vous souhaite un bon retour. Et puis donc le 16 avril,
Jean-Claude Bourret. C'est un lundi, hein, c'est pas mardi. Pas lundi.